suis très content de voir beaucoup de gens ici ce matin. Il y a aussi des enfants et je pense que c'est très important. Euh, je le dis souvent, moi, mon raison d'être et notre raison d'être comme médecin, c'est vraiment vous. Quand on vous voit dans les cliniques, très souvent, il y a pas mal de patients qui sont là. On essaie vraiment d'adresser les problèmes aigus qui se présentent, de les expliquer, etc. J'essaie de ne pas mettre beaucoup de patients pour prendre le temps de parler avec chacun. Mais en même temps, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer parce que malheureusement, le temps manque. Et je pense que ce genre de conférence est très important pour vous tous, pour comprendre ce qui se passe, ce que vous avez. Parce que lorsque vous comprenez mieux, c'est là que vous êtes mieux capable de vous prendre en charge et améliorer votre état de santé. Donc, Jacques m'a demandé de parler un petit peu des déficits immunitaires et le pourquoi. Pour les déficits immunitaires primaires, la plupart du temps, la raison, le pourquoi, c'est vraiment l'hérédité. Vous allez voir, le deuxième présentateur de la journée parle de l'hérédité. Donc, je me suis dit, si je parle de l'hérédité déjà, là, on va pas mal s'entrecouper. Et donc, je me suis dit, la façon dont on peut voir ça, c'est de dire, dans le fond, qu'est-ce qui fait qu'on est en santé? Parce que si on sait qu'est-ce qui fait qu'on est en santé, comment le système immunitaire fonctionne, là, on peut mieux comprendre pourquoi, quand il y a un déficit, quand il y a un désordre, il y a un problème, on a des problèmes de santé. Mes slides, comme vous allez voir, sont en anglais. La raison étant que, comme Jacques l'a mentionné, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui préfèrent l'anglais, mais je donne la présentation en français. Et puis, moi, je me sens bien confortable. Si vous avez des questions durant la présentation, ne soyez pas timide. C'est pour ça qu'on est ici. Et puis, même durant la présentation, ça va me faire plaisir de répondre à votre question si je peux. Donc, si on pense un petit peu à comment les choses fonctionnent, là, on est entouré de microbes. Quand je parle de microbes, là, c'est des bactéries, des virus, des champignons, des parasites, etc., etc. Et puis, à tous les jours de notre vie, on fait face à des millions et des millions de différents types de microbes. Vraiment, notre corps fournit le milieu de croissance idéal pour tous ces microbes-là. Comme je dis toujours, là, notre corps fournit le party pour ces microbes-là. On fournit la bouffe, on est à la bonne température, ils nous adorent. Là. Surtout certains d'entre elles nous adorent. Et donc, si nous, on n'avait pas de système immunitaire, on disparaîtrait comme ça. Et donc, c'est important. C'est pour ça que durant l'évolution, il y a eu un réseau très, très complexe de différentes cellules, de protéines, d'organes, etc., qui ont été développés justement pour faire face à toutes ces différentes microbes et pour nous protéger, pour nous défendre, pour les éliminer. Donc, comme je vous disais, le système immunitaire est extrêmement complexe et il y a une bonne raison à ça, c'est parce qu'il faut qu'on reconnaisse des millions de différents types de microbes et des milliards de micro-organismes qui nous entourent. Et donc, je vais essayer de parler un petit peu des différentes composantes du système immunitaire aujourd'hui, au moins de parler des grands joueurs de cette grande équipe. Donc, vous allez voir qu'il y a des cellules qui sont très, très spécialisées, dont la fonction est vraiment uniquement nous protéger contre les infections. Et si on pense au système immunitaire, il y a plusieurs composantes, comme je vous disais, mais il y a des composantes majeures qui sont produites dans la moelle osseuse à l'intérieur de nos os longs. Il y a des cellules qu'on appelle les cellules souches qui donnent ensuite, en se multipliant, en se différenciant, en d'autres types de cellules, notamment des globules blancs. Donc, à l'intérieur de la moelle osseuse, il y a les globules blancs qui sont produits. On va voir qu'il y a des différents types de globules blancs qui existent et qui nous protègent contre les infections. Il y a évidemment les globules rouges qui sont produits, qui sont responsables de l'oxygénation de notre corps. Et il y a des plaquettes qui sont aussi produites, qui sont là pour faire le caillot lorsqu'on se coupe pour qu'on arrête de saigner. Donc, parmi les globules blancs, vous allez voir qu'il y a différents types de globules blancs. Il y a des globules blancs qui, de façon très, très spécifique, vont reconnaître les différents types de microbes, les différentes composantes de différentes microbes. Et ces cellules-là, ces globules blancs-là, sont appelés des lymphocytes. On va parler des lymphocytes dans quelques instants. Et il y a d'autres types de cellules qui sont produits aussi à l'intérieur de notre moelle osseuse.
qui vont reconnaître de façon non spécifique les différents microbes. Donc, n'importe quel type de microbe qui va être là, ben, ils vont les reconnaître et ils vont contribuer à les éliminer. Et il y a différents types de globules blancs qui existent, qui fonctionnent de façon non spécifique. On les appelle les neutrophiles, les éosinophiles, les basophiles, les cellules qu'on appelle en anglais natural killer, ça veut dire des tueuses naturelles. Donc, tous ces différents types de globules blancs fonctionnent ensemble, ont une action coordonnée pour essayer d'éliminer les agents infectieux et d'éviter les infections. Et tous ces différents types de cellules et de protéines, etc., sont concentrés à l'intérieur de certains organes qu'on appelle des organes lymphoïdes, des organes du système immunitaire. Très souvent, les gens disent « Ouais, mais pourquoi on a de l'appendice? À quoi ça sert? On peut l'appendicite, mais pourquoi on a une appendice? Pourquoi on a des amygdales? Parfois, il y a des gens qui font beaucoup d'amygdalites, on les enlève, mais à quoi ça sert les amygdales vraiment, ou les adénoïdes, ou les ganglions? Ben, les ganglions, les adénoïdes, les amygdales, l'appendice, tout ça, c'est des organes du tissu lymphoïde, c'est des organes immunitaires qui contribuent à nous éviter les infections. Donc ça, c'est vraiment les ganglions. Les ganglions, on les trouve dans différents endroits au niveau du cou. Je pense que vous tous, vous le savez, sous les aisselles, au niveau des aines, etc., etc. On a pas mal partout là des ganglions. Et c'est là où les différents types de globules blancs se réunissent, se parlent, se coordonnent, disent « Ah tiens, moi j'ai vu tel microbe à tel endroit, il faut que toi aussi tu t'actives pour aller essayer de combattre l'infection à un autre endroit. » Donc, c'est là où tout ça se passe. Donc, comme je vous disais, il y a différents types de globules blancs. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait des globules blancs qui, de façon très, très spécifique, vont reconnaître une composante de chacune des microbes et qui vont, ce faisant, les attaquer et les éliminer. Et donc, ces lymphocytes-là qui sont spécifiques, ces globules blancs-là qui sont spécifiques, on les appelle les lymphocytes. Et il y a différents types de lymphocytes qui existent dans notre corps. Il y a deux types majeurs de lymphocytes qui existent, dont on appelle les lymphocytes B ou les cellules B, on les appelle aussi les cellules B. Et il y a d'autres types de lymphocytes qui s'appellent les lymphocytes T ou les cellules T. Et on va parler de chacune de ces lymphocytes-là. Donc, à quoi ça sert les lymphocytes B? Les lymphocytes B, ça sert à produire des anticorps. Il y a plusieurs d'entre vous probablement qui ont des défauts à produire des anticorps. Et probablement, il y a un problème au niveau de ces lymphocytes B, il y a un problème de fonctionnement au niveau de ces lymphocytes B qui fait que vous avez de la difficulté à produire des anticorps. Alors, c'est quoi les anticorps, vous me direz? Les anticorps sont des protéines qui vont de façon très, très spécifique reconnaître des protéines, ce qu'on appelle des antigènes. Une fois qu'ils les reconnaissent, ils vont se lier à ces protéines-là. Et sont comme des drapeaux qui disent hey, il y a quelque chose qui est étranger à moi, qui est ici, venez l'éliminer. Donc, c'est à ça que ça sert les anticorps. C'est des protéines très spécifiques à certains antigènes. Et les anticorps sont appelés de différentes manières. On peut aussi les appeler les immunoglobulines ou les gamma-globulines. Évidemment, parce qu'en médecine, il faut qu'on ait l'air intelligent. On invente des mots très compliqués. Comme ça, on a l'air intelligent. Donc, immunoglobuline, gamma-globuline, c'est juste pour avoir l'air intelligent, mais c'est dans le fond juste des anticorps. Et il y a différents types d'anticorps qui existent dans notre corps. Il y a des anticorps qu'on appelle les IgG, les IgA, les IgM, les IgE, les IgD, etc. Alors, vous me direz, pourquoi avoir autant de types d'anticorps différents? Tout simplement parce que la fonction de chacun de ces types d'anticorps est différente. Il y a des fonctions, des rôles qui se chevauchent, mais aussi ces anticorps-là peuvent jouer des rôles différents dans notre corps et c'est pour ça qu'on a de différentes sortes. Donc ça, c'était pour les lymphocytes B, je vous disais, qui produisent les anticorps, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a aussi des lymphocytes qu'on appelle des lymphocytes T, un autre type de globules blancs qui reconnaissent spécifiquement des microbes. Et quand on parle de lymphocytes T, il y a aussi différentes sortes de lymphocytes T. Il y a des lymphocytes T qui vont exprimer à leur surface, des cellules T qui vont exprimer à leur surface des molécules qu'on appelle des CD4.
Et il y a d'autres lymphocytes T qui vont exprimer à leur surface d'autres molécules qu'on appelle CD8. Pourquoi c'est important de connaître ces choses-là et parler de ces jargons? Parce que chaque type de lymphocyte a des fonctions différentes, comme on va le voir dans quelques instants. Les lymphocytes T qui, à leur surface, expriment la molécule CD4 ont un certain type de fonction, ont un certain type de rôle, et puis les lymphocytes T CD8 ont d'autres rôles. Donc, les lymphocytes CD4, ils font quoi? Les lymphocytes T CD4 sont le chef d'orchestre de notre système immunitaire. Ils coordonnent vraiment le tout. Ils mettent tout ensemble. Ils vont aider les lymphocytes B, ils vont aider les lymphocytes T, ils vont aider d'autres parties de notre corps pour mieux fonctionner. Donc, ça coordonne le tout et c'est pour ça que ça va mieux. Si, par exemple, le lymphocyte T CD4, le chef d'orchestre, n'existait pas, ben, nos lymphocytes B ne fonctionneraient pas bien non plus. Et à ce moment-là, on aurait peut-être des problèmes à produire des anticorps. Donc, vous voyez comment tout ça, c'est interrelié, c'est connecté. Donc, et maintenant, les lymphocytes T qu'on appelle les CD8, c'est quoi leur autre nom? Leur autre nom, c'est les lymphocytes cytotoxiques. Ça veut dire quoi? Cytotoxique, cyto, ça veut dire cellule. Toxique, bah, toxicité, ça tue dans le fond. C'est un petit peu le James Bond, c'est le 007 de tout ça. Là. Il va tuer d'autres cellules qui sont soit infectées par des virus, soit sont des cellules cancéreuses, etc. Donc, quand les lymphocytes T, CD8 voient des cellules qui sont infectées, qu'importe ces cellules-là peuvent être dans les poumons, ça peut être au niveau de la peau, ça peut être au niveau de n'importe quel organe que vous puissiez imaginer. Bah, une fois que la cellule infectée est identifiée, on veut aller les tuer. Pourquoi? Parce qu'on veut éviter que ces virus-là se multiplient et se propagent. Donc, en tuant la cellule qui est infectée, qui déjà, malheureusement, c'est un peu trop tard pour cette cellule-là, ils vont aller l'attaquer et la tuer. Et la même chose pour les cellules cancéreuses. Évidemment, si nos lymphocytes T, CD8 les reconnaissent, bah, c'est un moyen d'éviter les cancers en tuant des cellules cancéreuses et en ne leur permettant pas de se multiplier. Donc, ça, c'était pour les lymphocytes qui reconnaissent de façon très spécifique, comme je vous disais, les différentes composantes du monde microbien. Mais aussi, on a des globules blancs, comme je vous disais il y a quelques instants, qui vont reconnaître de façon non spécifique les microbes et les éliminer. Et on a des globules blancs qui s'appellent des cellules phagocytaires. Qu'est-ce qu'ils font, ces cellules phagocytaires-là? Ben, ils vont aller dévorer la microbe qui pénètre notre corps et le digérer, vont le rentrer à l'intérieur d'elle-même et à l'intérieur d'elle, ils vont provoquer une explosion et en se faisant, en créant de l'eau de Javel dans le fond. En créant de l'eau de Javel à l'intérieur, ils vont tuer les microbes, les bactéries qu'ils ont dévorées auparavant. Et il y a différents types de cellules phagocytaires. Il y a des cellules phagocytaires qu'on appelle des macrophages qui sont produits dans la moelle osseuse, qui partent dans le sang et ensuite, ce faisant, rentrent à l'intérieur de différents organes, les poumons, le système nerveux, le système gastro-intestinal, nommez-le, n'importe quel organe. Donc, ils vont à l'intérieur de ces organes-là et ils circulent. Et aussitôt qu'ils voient des microbes, aussitôt qu'ils voient des bactéries, ils les dévorent, ils les digèrent et ils les détruisent. Et il y a d'autres types de cellules qu'on appelle de globules blancs, qu'on appelle les neutrophiles. Et ces neutrophiles-là circulent à l'intérieur du corps. Et lorsqu'il y a un signal d'alarme quelque part, on va dire au niveau des poumons, au niveau des sinus, au niveau de la gorge, etc., ils disent « Ah, on m'appelle ». Et donc là, ils sortent du vaisseau sanguin, ils vont aller à l'endroit où il y a l'infection, où il y a l'agent infectieux, et encore une fois, vont le combattre et l'éliminer. Et finalement, il y a aussi plusieurs types de protéines qui existent dans notre corps et ces protéines-là se mettent ensemble et ils forment le système de complément. Pourquoi on les appelle le système de complément? Parce qu'ils complémentent les anticorps. Ils complémentent l'action des anticorps. Vous vous rappelez, je vous disais, les anticorps peuvent agir comme des drapeaux et dire « Ah, il y a un problème ici, venez ici pour éliminer des microbes. » C'est ça que les compléments peuvent faire. Qu'est-ce qu'ils font?
en plus d'eux-mêmes être des drapeaux et des signaux d'alarme, en plus de créer de l'inflammation pour que les cellules inflammatoires viennent et éliminer l'infection, ils peuvent aussi se mettre ensemble et créer des pores, des trous à l'intérieur, à la surface plutôt des microbes, des bactéries. Imaginez qu'on crée plusieurs trous à la surface de chaque bactérie. Ces bactéries-là, finalement, ils n'arrivent plus à survivre, ils vont imploser et elles vont être détruites. Et on a aussi des policiers, des agents qui existent à la surface de toutes nos cellules et à l'intérieur de toutes nos cellules, dont les cellules des systèmes immunitaires. Et ces agents, ces policiers-là, ils sont constamment à la recherche de voir des composantes de microbes qui nous entourent. Et aussitôt qu'ils reconnaissent quelque chose, ils vont faire sonner le signal d'alarme et dire « Ah, vous, le reste du composant du système immunitaire, venez ici, il y a un problème. » Donc, comme vous pouvez voir, là, il y a plusieurs niveaux de cellules et de protéines, etc., de molécules qui existent pour essayer à chaque fois d'éliminer les microbes aussitôt qu'ils nous pénètrent. Donc, en plus de tout ça, et on parle toujours de ces différentes composantes du système immunitaire, il y a d'autres choses qui existent au niveau de notre système immunitaire qui est très important. Et ça, on les oublie très souvent. Et ça, c'est les barrières physiologiques et anatomiques qu'on a tous. On n'a qu'à penser à la peau, on n'a qu'à penser à la sueur, on n'a qu'à penser au cérumen dans nos oreilles, etc., etc. Tout ça, c'est des choses très, très importantes et on va les voir brièvement ensemble. Donc, mentionnons la peau. La peau est un organe immunitaire très, très important. Pour les grands brûlés, où il y a une grande surface de la peau qui n'est plus intègre, ces grands brûlés-là, malheureusement, sont très sujets aux infections parce que ces microbes-là ont beaucoup plus de facilité à ce moment-là de nous pénétrer et de nous infecter. Et il y a des cils qui tapissent la surface des muqueuses au niveau du nez, au niveau des sinus, au niveau des oreilles, au niveau des poumons, etc. Et ces cils-là battent en permanence et ce faisant vont remonter à la surface et vont sortir toutes les sécrétions, etc. Imaginez s'il y a des microbes qui existent à l'intérieur de nos poumons. Imaginez il y a des microbes qui existent à l'intérieur des sinus. Ces cils-là, en battant, vont remonter tout ça et vont les dégager, vont les éliminer. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que parfois, malheureusement, on a des patients qui fument et c'est comme s'ils mettaient le feu au niveau de ces cils-là, ils brûlaient ces cils-là. Alors, vous pouvez imaginer que si ces cils-là ne fonctionnent plus, s'ils sont brûlés, là, la personne qui fume va être beaucoup plus sujet à faire des infections. C'est pour ça que vous nous voyez aussi obsessif-compulsif et aussi dramatique. On parle d'arrêter le tabagisme. C'est évidemment extrêmement délétère pour tout le monde, mais c'est particulièrement délétère au niveau des gens qui ont déjà des déficits immunitaires. Donc, les cils à l'intérieur de nos poumons, etc., sont un autre organe immunitaire. Et puis, on a développé avec le temps des réflexes qui sont importants pour essayer de dégager les microbes. Le fait de tousser, le fait d'éternuer, le fait de vomir, etc., sont tous des moyens qui vont dégager, qui vont faire sortir les microbes. Évidemment, les microbes parfois en profitent. Par exemple, lorsqu'on éternue, évidemment, on va vers l'extérieur beaucoup de microbes, mais à ce moment-là, ces microbes-là vont se multiplier, vont infecter d'autres personnes potentiellement. Parfait. Donc, et lorsqu'on parle d'immunité, on ne peut pas ne pas parler aussi de l'immunité passive et active. Je vais vous parler de ce que j'entends par immunité passive et active. C'est quoi l'immunité passive? Lorsqu'il y a une maman allaite son enfant, si cette maman-là produit des anticorps de façon adéquate, va transmettre ces anticorps-là à son enfant qu'elle allait. Donc, c'est pour ça qu'on encourage toutes les femmes qui viennent d'avoir un bébé d'allaiter leur bébé. Il y a évidemment de nombreux avantages. Comme pédiatre, je suis bien placé pour vous le dire. Mais l'un des avantages, c'est vraiment de transférer de façon passive les anticorps qu'elle a produits à son bébé pour que durant la période où le bébé est le plus vulnérable, il y ait une protection supplémentaire. Aussi, durant la grossesse, il y a des anticorps qui sont transférés
de la maman vers le fœtus qui est en croissance. Donc, encore une fois, une autre façon, de façon passive, de transmettre les anticorps et de protéger l'enfant. Et aussi, il y a l'immunité active. C'est quoi l'immunité active? C'est la vaccination. Imaginez, c'est bien facile d'imaginer qu'on veut toujours prévenir les infections. Donc, si on ne donne pas, on donne soit une souche de virus atténuée qui ne peut pas poser de problème, ou si on donne une composante de la microbe, pas toute la microbe, juste une composante de la bactérie, le système immunitaire va le reconnaître, va provoquer une réponse et va, ce faisant, développer une mémoire. Donc, lorsqu'on va être en contact avec l'agent infectieux dans la vraie vie, là, il y a déjà une mémoire qui existe. Le système immunitaire dit « Ah, moi j'ai déjà vu une composante de cette microbe-là. Je vais l'attaquer et je vais tout de suite l'éliminer. » Et c'est très important parce que lorsqu'on a une mémoire, la réponse est beaucoup plus rapide, beaucoup plus importante. Et donc, on peut de façon très, très rapide éliminer ces microbes-là. Donc, c'est pour ça qu'on insiste tellement sur la vaccination pour des gens qui peuvent répondre. Évidemment, il y a des gens, malheureusement, qui ont des défauts immunitaires et la vaccination ne change rien. Mais c'est pour ça qu'on vaccine les gens pour essayer de les protéger lorsqu'ils peuvent répondre. Et aussi, c'est l'un des moyens qu'on a pour évaluer le système immunitaire. Imagine si je vous vaccine et par la suite, je mesure la quantité d'anticorps que vous avez généré lorsque je vous ai vacciné et je vois que vous avez une très bonne quantité d'anticorps que vous avez généré suite à la vaccination. Je vous dis, ah, c'est parfait ça. Ça veut dire que lorsque vous allez dehors, dans la rue, et vous voyez une microbe, vous êtes aussi, votre système immunitaire est aussi capable de produire des anticorps. Mais par contre, imaginez, je vous vaccine et je mesure les anticorps et il n'y a rien. Je me dis, ah, mon Dieu, il y a un problème parce que lorsque vous allez être en contact avec une bactérie, avec un virus, etc., votre système immunitaire n'est pas capable de générer les anticorps adéquats pour vous protéger. Donc, c'est aussi l'un des moyens qu'on a pour essayer de diagnostiquer les gens. Parfait. Donc, on a parlé un petit peu des différentes composantes du système immunitaire et évidemment, croyez-moi, là, c'est beaucoup, beaucoup plus complexe que ça et tant mieux. Mais j'essayais juste de mentionner le nom des grands joueurs et comment ils fonctionnent. Mais maintenant, c'est facile de comprendre que lorsque des composantes du système immunitaire ne fonctionnent pas bien, là, ça peut mener à des déficits immunitaires. Et le malfonctionnement de ces différentes composantes du système immunitaire peut être héréditaire. Et Dr. Vin, qui va venir me suivre, va parler de l'hérédité, donc des déficits qui sont génétiques. Mais ça peut être aussi acquis, comme on va voir. C'est-à-dire que si on prend vraiment l'immunodéficience dans son ensemble, incluant les déficits immunitaires héréditaires ou les déficits acquis secondaires, probablement la raison numéro 1 à travers le monde d'avoir des déficits immunitaires, c'est la malnutrition. Si vous n'êtes pas bien nourri, c'est bien évident que votre système immunitaire, malheureusement, ne va pas bien fonctionner. Donc, c'est pour ça que c'est très important de bien se nourrir lorsqu'on a déjà un déficit génétique, on a un déficit immunitaire pour aider le système immunitaire. D'ailleurs, à ce propos, il y a bien des gens qui me demandent toujours « Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour renforcer mon système immunitaire ?» Et je dis à tout le monde la même chose. Je dis « Oui, il y a des choses à faire, mais je vais vous le dire et vous allez être extrêmement déçus. » Puis là, ils sont tous étonnés un peu. Et je leur dis, ce qui est très important pour renforcer votre système immunitaire, ce n'est pas tous ces produits dont on fait de la publicité au niveau de l'Internet, mais c'est de bien manger. Ça, définitivement, on sait que si vous avez une alimentation équilibrée, adéquate, ça va renforcer votre système immunitaire. C'est de bien dormir, de ne pas avoir de déficit de sommeil. On sait tous comment on vit tous 100 000 à l'heure, et puis moi, le premier, on ne dort pas assez. Et de faire de l'exercice. Ça, c'est des choses qui ont été démontrées pour aider le système immunitaire. Tout le restant, là, ça n'a jamais été démontré. Évidemment, je ne parle pas du support qu'on amène au niveau avec les médicaments. Donc, tout ça pour dire que il y a le dysfonctionnement du système immunitaire peut mener à différents types de maladies. Les allergies en sont un exemple. Les gens dont le système immunitaire ne fonctionne pas bien, c'est-à-dire qu'il y a une réponse exagérée, il y a une réponse inadéquate à des choses qui ne sont pas du tout une menace pour nous.
Si on pense au pollen, là, le pollen ne représente aucune menace. Si on pense aux arachides, là, ça ne représente aucune menace. Mais malheureusement, une partie du système immunitaire a une réponse qui est exagérée et donc ça mène à des allergies. Il y a des gens qui vont avoir des maladies auto-immunes. Il y a différents exemples de maladies auto-immunes. Le diabète en est un. Le vitiligo, comme vous pouvez voir dans ce diapositive, en est une autre. Donc, le système immunitaire qui attaque les cellules qui produisent les pigmentations de la peau et ce faisant donne ce genre de choses. Donc, je parlais des désordres acquis, des immunodéficiences qui sont secondaires à quelque chose et le VIH et le sida en est un exemple. Ce virus-là attaque les lymphocytes CD4, les lymphocytes TCD4 dont je vous parlais tout à l'heure, et donc, ce faisant, élimine le chef d'orchestre. Et en éliminant le chef d'orchestre, vous pouvez imaginer que tout est débalancé et malheureusement, ça mène à être beaucoup plus sujet à des infections et à avoir le sida. Il y a des gens dont le système immunitaire ne fonctionne pas bien et qui ont des fièvres qu'on appelle récurrentes, c'est-à-dire sans qu'il y ait d'infection, à chaque 3 semaines, à chaque mois, à chaque 2 mois, vont faire de la fièvre pendant plusieurs jours, vont avoir d'autres signes d'inflammation, vont avoir de l'arthrite, leurs articulations vont être atteintes, vont avoir des problèmes, des douleurs au niveau abdominal, etc. Donc, on appelle ça des syndromes de fièvre périodique, qui est vraiment à être distingué de la fièvre de samedi soir. Donc, c'est complètement différent. Donc, évidemment, je ne l'ai pas mentionné, mais les gens qui ont aussi de l'angioédème héréditaire, et donc il y a certains d'entre vous qui sont allés en haut, ça c'est encore une fois un autre type de problème. Vous vous rappelez, je vous parlais du système de complément. Il y a l'une des composantes du système de complément qui ne fonctionne pas bien et qui mène à l'angioédème héréditaire où les gens ont de l'enflure de façon non expliquée. Donc, lorsque le système immunitaire ne fonctionne pas bien, parce que l'une de ces composantes ne fonctionne pas bien, ça peut mener à des infections. Alors, quel type d'infection? À peu près n'importe quel type d'infection. Ça peut affecter les sinusites, on peut avoir des sinusites. Ça peut affecter les poumons, on peut avoir des pneumonies. Ça peut affecter la peau et on peut avoir une cellulite. Ça peut affecter les méninges et l'enveloppe qui entoure le cerveau et ça peut mener aux méningites. Les os, et on peut avoir ce qu'on appelle une ostéomyélite. Les oreilles, on peut avoir des otites, etc., etc. Donc, c'est pas mal ce que j'avais à vous dire. Jacques m'avait demandé de respecter le temps, donc j'espère que j'ai pu bien respecter le temps. S'il y a des questions, je serais bien content de répondre.